Comment rendre accessible l'énergie électrique à tous les Congolais et sur toute l'étendue du territoire national? Qu'est-ce que la libéralisation du secteur de l'électricité peut ou a déjà apporté au pays? Le débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Sandrine Mubenga, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Les Congolais peuvent-ils espérer à une meilleure desserte en électricité d'ici 2023? Les Quinois, les différentes provinces, Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre du débat au féminin. Selon la Banque mondiale, en 2017, 19,1% de la population congolaise avait accès à l'électricité. Une électricité, vous allez certainement être surprise, qui était fournie à 95% par les énergies renouvelables, selon ces statistiques. Vous serez par contre moins surpris d'apprendre qu'il y a une disparité dans l'accès à cette électricité, d'autant plus que 50% des habitants de la ville y ont accès contre 5% dans les campagnes. On va parler courant, on va parler de l'électrification de nos villes, de nos campagnes. On va parler de la régulation du secteur. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Mubenga. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée. Directrice générale de l'autorité de régulation de l'électricité, ARE. Du secteur de l'électricité ARE, c'est oui, ça. Oui, en effet. Mais également, plutôt experte d'ailleurs, experte en énergie ou en électricité? Les deux. Experte en énergie renouvelable. Je suis ingénieure en électricité de formation, professeure de génie électrique et chercheuse aussi dans les énergies renouvelables. Votre nomination avait suscité beaucoup d'espoir. On regarde déjà vos travaux que vous avez eu à développer, votre apport dans les différentes, dans le pays où vous avez eu à évoluer. Et les gens attendaient et attendent beaucoup. Commencer par notre précédent bilan du secteur. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on vient de dire? Nous sommes toujours à 19,1% ou les statistiques ont évolué? Alors ça, c'est une très bonne question. Les statistiques dépendent beaucoup de l'organisation qui les font. Donc, vous avez la SNEL qui parlait de 13%, le ministère qui parlait de 15%, la Banque mondiale qui parle de 19%. La réalité, donc, les statistiques, ce sont des indicateurs et c'est comme ça qu'il faut les prendre. La réalité est telle que la majorité du peuple congolais n'a pas accès à l'électricité. Donc, c'est ça la réalité. C'est déjà bien, vous en êtes consciente? Oui, tout à fait. On vit dans le noir? Oui, tout à fait. Nous n'avons pas assez accès à l'électricité. Nous travaillons dur justement pour augmenter cet accès à l'électricité. Donc, depuis que nous avons commencé à l'ARE, donc nous avons été nommés le 17 juillet 2020 et la loi de l'électricité était sortie en 2014. 6 ans après, voilà. Pourquoi il n'y a jamais eu une autorité au-dessus, à la tête de cette autorité de régulation du secteur de l'électricité, d'après vous? 6 ans après, je crois qu'il y a beaucoup à voir. Ce retard, je pense, a été dû beaucoup à cause du climat politique, il faut qu'on se le dise. Mais maintenant, nous sommes là. Donc, nous sommes là et donc, depuis que nous avons été nommés, nous avons travaillé et nous sommes en train de travailler dur pour essayer de sécuriser le marché. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir des investisseurs, des gens qui viennent investir de l'argent pour produire de l'électricité ou bien la distribuer, l'importer, l'exporter ou la commercialiser, il faut que le secteur soit assez stable et qu'il soit attrayant. Donc, la première partie de notre mise en place, c'était d'avoir le contact d'abord avec les opérateurs qui sont ici, sur place, l'opérateur historique qu'est la SNEL, et d'essayer de comprendre quelles sont les difficultés que ces personnes ont afin de pouvoir favoriser la compétition. Puisque c'est quand on favorise la compétition qu'on peut réduire le prix de l'électricité et donc avoir plus de gens qui ont accès à l'électricité. En fait, en général, c'est ça la régulation. Et donc, ce qui est aussi important pour la régulation, c'est de protéger le droit des consommateurs, le droit des opérateurs. Et cela ne peut se faire qu'avec la transparence.
Donc nous avons vraiment, et nous sommes en train de travailler très fort pour mettre sur place ces processus de transparence. Et hier, pas plus tard qu'hier, nous avons un opérateur qui est venu nous dire, c'est un opérateur qui est à Goma, mais qui est venu nous voir et qui a dit que nos efforts pour mettre cette transparence sont vraiment appréciés parce que ça les rassure qu'il y a quelqu'un et que même pendant qu'il y avait eu l'éruption volcanique à Goma, nous avons fait le suivi des opérateurs, on les contactait presque tous les 2 jours pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment on peut vous assister. On contactait les opérateurs et les bailleurs de fonds pour voir comment aider Goma. Et on mettait ces informations sur le website et on les envoyait sur Twitter. Ils ont dit, ce que vous avez fait, peut-être ça ne paraît pas être beaucoup, mais ça nous réconforte énormément parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui suit ce qui se passe dans le domaine de l'électricité. Donc, on a un peu établi cette transparence et nous sommes toujours en train de travailler parce que ce n'est jamais un travail qui est fini, hein. Et cela, c'est déjà remarqué au niveau des opérateurs. Certains seront, les auditeurs, les téléspectateurs seront étonnés de vous entendre parler des opérateurs. Il n'y en a qu'un seul. Oh, il n'y a que la SNEL. C'est vrai que le secteur a été peut-être libéralisé en 2014. Mais on n'a que la SNEL. Vous parlez de quels opérateurs? Vous parlez de Kinshasa, madame. La République démocratique du Congo ne s'arrête pas à Kinshasa. Nous avons plusieurs opérateurs. Non, mais les gens vont être surpris. Oui. Moi, je connais que la SNEL. Non, mais c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'opérateurs. D'ailleurs, on les a mis sur notre website, la plupart. Mais c'est vrai que la SNEL, disons que la SNEL est l'opérateur historique. Hein, c'est l'opérateur qui fournit le plus d'électricité. Ça, on ne s'en doute pas. Mais il y en a. Par exemple, je vais vous donner le cas de Goma. Le cas de Goma, là où nous avons pratiquement 6 opérateurs qui opèrent. Nous avons la SNEL, nous avons Virunga Energy, nous avons Socodé, nous avons B-Box et nous avons Altec et Nourou. Donc la SNEL, eux, c'est de l'hydroélectricité qu'ils font venir de Ruzizi, de Bukavu, pour alimenter Goma. Vous avez Virunga qui produit l'hydroélectricité sur place, Socodé qui est raccordé à Virunga et une partie aussi est importée. Et puis vous avez Nourou qui produit à partir du solaire, ce qu'on appelle Utility Scale Photovoltaic System. Donc ils ont un système solaire de 1,2 MW qu'ils vont agrandir. Et puis vous avez 2 autres opérateurs qui, eux, donnent des solutions résidentielles. Donc vous pouvez acheter votre kit solaire et vous avez de l'électricité et vous payez par votre téléphone. Pourquoi on n'a pas tout ça à Kinshasa? Miroir, franchement. Avec tout ce que... J'assure, on est au Congo, parfois, le courant, près de cette foire, en 1 minute, le courant peut partir. Mais pourquoi on n'a pas toutes ces sociétés à Kinshasa, quand même, qui est le miroir de la RDC? Qu'est-ce que Goma a fait ou a de plus que Kinshasa, par exemple, pour avoir cette diversité au niveau des opérateurs en termes en énergie électrique? C'est une très bonne question que je pose souvent à nos opérateurs. Pourquoi Goma et pas Kinshasa? Ou bien pourquoi tel endroit et pas Kinshasa? Parce qu'il n'y a pas que Goma, il y a aussi Kolwezi, Bunia, Ituru, Fadjui, Kananga donc il y a pas mal, il y a des mouvements qui se font, mais peut-être que c'est pas encore connu au niveau de Kinshasa, hein. Mais ce qu'ils m'ont dit, ce que les opérateurs m'ont dit, c'est que la plupart du temps, ceux qui sont allés à Goma parce qu'ils avaient des contacts là-bas. Ils avaient des contacts là-bas à Goma et ces personnes leur ont facilité toutes les procédures administratives. Ils disaient que c'était plus facile à Goma par rapport à Kinshasa. Mais la loi reste la même pour tout le monde? La loi reste la même pour tout le monde, oui. Et donc, je pense que c'est ce climat, vous voyez, faciliter les procédures administratives. Par rapport à Kinshasa, c'était ça vraiment le grand problème. Donc, c'est plutôt mettre sur place un climat qui vous permet d'être en confiance, de savoir qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un titre. Quelle est la procédure pour obtenir le titre? Ça coûte combien? Quand ça c'est clair, les gens savent ce qu'il faut. Et c'est pour ça que l'une des premières choses que nous avons faites, c'est mettre sur place cette procédure, la partager avec les investisseurs, la mettre sur notre website, mettre les lois relatives à l'électricité sur le website. Comme ça, partout où ils sont, ils peuvent voir c'est quoi la procédure, quels sont les éléments du dossier, etc. Donc, si vous voulez, ce qui se passe à Goma, nous sommes un peu en train d'essayer d'instaurer cette
basé sur l'exemple de Goma, nous sommes en train d'instaurer cette transparence un peu au niveau national. Mais en attendant, on se dit, Goma, oui, diversification d'opérateurs. Kinshasa, rien, avec toujours sa SNEL qui, deux fois, donne le courant quand il veut, s'il veut, où il veut. On ne laisse pas trop de choix. Et pourtant, Goma n'est pas en dehors de la RDC. Non, Goma est en RDC. Et avant d'être nommée directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, j'étais administrateur de la SNEL. J'étais membre du conseil d'administration de la SNEL, donc de 2017 à 2020. Et je peux vous assurer que la SNEL, ça peut être dur à croire, hein, du point de vue de consommateur, il y a toujours des points de vue différents. Mais la SNEL arrive à donner de l'électricité dans des conditions techniques assez difficiles. Et donc, c'est une réalité. Et l'infrastructure, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, il n'y a pas eu d'investissement dans cette infrastructure. Ce qui fait que les poteaux se cassent, les fils se coupent. Donc, vous ne pouvez pas amener l'électricité correctement. Donc, il y a beaucoup de réparations qui doivent se faire et il y a une modernisation de l'infrastructure électrique qui n'a pas été faite. Maintenant, il faut envoyer les moyens de communication liés à votre système électrique. Donc, en fait, il y a beaucoup de difficultés sur le plan de vue technique qui doivent aussi être résolues au niveau de la SNEL. Donc, la SNEL étant l'opérateur historique et la population ayant pratiquement quadruplé avec les mêmes infrastructures qui vieillissent, la SNEL fait face à des vraies difficultés, en fait, pour maintenir ou mettre à jour, disons, ces infrastructures. Donc, ça, c'est une partie des problèmes que nous avons à Kin. Parce que vous voyez, tel que Kin est en train de se développer, un quartier qui était vide, vous avez 5 fois plus de maisons. Mais la fourniture n'a pas nécessairement augmenté. Donc, maintenant, vous partagez le peu qui était là entre 5 fois plus de maisons. Mais justement, donc, vous voyez, parce que 5 fois plus, c'est comme s'il y avait un monopole de l'État qui était à Kinshasa et qui n'est pas ailleurs. C'est ça. Comment on peut avoir plusieurs opérateurs ailleurs, Kinshasa, rien. C'est vrai, vous avez parlé de ce problème administratif, mais oui, il faut que ça cesse. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Vous parlez avec les autorités provinciales? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ce que nous faisons, nous sommes en train de travailler sur plusieurs fronts. Il y a quelque chose que j'aimerais expliquer à propos de la régulation. C'est que la régulation a 3 éléments importants. Vous avez la partie technique, vous avez la partie juridique et vous avez la partie financière. Donc, ce sont les 3 éléments importants de la régulation. Donc, nous travaillons avec les opérateurs. Quand nous travaillons avec les opérateurs, nous travaillons sur ces 3 éléments. Et la partie juridique, la partie technique, c'est la plus facile. Bon, peut-être à cause de notre background, hein, mais c'est plutôt la partie juridique qui est assez complexe. Parce que rien que pour vous donner un exemple, vous l'avez si bien dit au début, la loi de l'électricité a été votée en 2014, mais ça a vraiment pris effet quand c'était en 2020. N'est-ce pas? Et ça, c'est la loi. Donc ça, c'est un exemple des lenteurs qui peuvent être liées. Vous devez rattraper 6 ans de paperasse, 6 ans d'administration. Voilà. En fait, il y a encore pas mal d'arrêtés, de lois et de décrets qui doivent sortir pour compléter la réforme du secteur de l'électricité. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et ce sont des choses qui ne sont pas visibles, mais ce sont des choses qui se font, comme on dit, en background. On est en train de travailler sur tous ces éléments juridiques qui doivent absolument être là pour assurer la régulation. Donc ça, c'est numéro 1. Numéro 2, pour votre question, pourquoi la SNEL a un monopole à Kinshasa et peut-être pas à Goma, parce que je ne vais pas dire dans le reste du Congo, hein, mais je vais dire peut-être à Goma, puisqu'on prend Goma comme un exemple pilote. Un modèle carrément. Oui, un modèle. Inspire en matière d'électricité, carrément. Oui, tout à fait, c'est un modèle. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ce que les opérateurs m'ont expliqué eux-mêmes, c'était les connexions et les procédures administratives. Mais il y a aussi un opérateur qui m'avait dit qu'ils avaient peur de la SNEL. À Kinshasa, ils ont dit carrément, non, on a peur de la SNEL. Pourquoi? Justement, parce que la SNEL était un opérateur historique. Donc, du coup, elle a
une présence assez dominante. Et notre rôle en tant que régulateur, justement, c'est de pouvoir un peu équilibrer, permettre cette compétition. Donc, notre rôle, c'est de dire non, mais venez à Kinshasa. Et nous avons des opérateurs qui sont en train de venir à Kinshasa. Est-ce que c'est pas la SNEL, justement, qui met des pots de banane pour que ces gens ne viennent pas, justement? La SNEL doit accepter qu'elle est à bout de souffle, qu'elle ne peut pas réussir seule et qu'elle doit justement laisser ses opérateurs venir. Alors, justement, la SNEL, je vais peut-être vous surprendre parce que la façon dont vous posez les questions, c'est vrai qu'on accuse la SNEL. La SNEL avec a raison quand même. Oui, je comprends. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Le courant il y a beaucoup de coupures de courant, comme vous dites, et beaucoup de difficultés. Mais ce que je veux dire, c'est que la SNEL vraiment est en train de faire un effort pour essayer de faire cette transition de la libéralisation du secteur. Donc, il n'y a pas plus tard que, je crois que c'était il y a 2 semaines, nous avons une session de travail avec le DG de la SNEL et les équipes de la SNEL et mes équipes. Justement, c'était une mise en contact pour savoir tel dossier, qui est-ce qu'on doit faire. Donc, différents directeurs pour traiter certains dossiers très importants qu'il y a au niveau de la SNEL et qui pourra les aider justement à faire la compétition. Parce que il faut voir aussi que pour la SNEL, c'est un opérateur historique, mais il doit être capable aussi de faire la compétition contre les autres. Puisque quand vous êtes opérateur historique, c'est-à-dire que votre tarif, le prix de l'électricité a été fixé par l'État à un prix qui ne permet pas nécessairement de couvrir votre prix de revient. Donc, il y a ce problème de tarification et pour cela, il y a une compagnie, un cabinet d'études de tarification qui a été engagé la semaine passée. Et on est en train de travailler avec eux justement pour voir le problème de tarification, qui est un problème général au fait de tous les consommateurs. Donc, on est en train de tous les opérateurs, on est en train de travailler avec la SNEL, qui a proposé une certaine tarification avec ce cabinet spécial de tarification qui va nous aider sur le plan national. Donc, là, vous verrez, à la fin de cette tarification, vous verrez une différence au niveau des prix. Donc, mais au niveau global, je peux vous assurer que le travail se fait. En fait, on est en train de mettre la fondation, comme je vous dis, ça ne fait pas 1 an que nous existons. Nous sommes en train de mettre la fondation et c'est déjà très prometteur. Depuis que nous avons commencé à travailler, depuis le 17 juillet 2020, nous avons traité des dossiers, plusieurs dossiers d'opérateurs qui vont investir à Kinshasa, à Goma, Kolwezi, Ici, Kananga. Au portillon, je ne peux pas encore dire qu'ils se bousculent au portillon, mais les dossiers que nous avons traités et qui sont en bonne évolution, nous permettront d'injecter plus de 1500 mégawatts en RDC d'ici 2023. Alors, qu'est-ce que ça signifie 1500 mégawatts? On risque de vous accuser un peu non, de en faire fait, de la politique. Non, mais je fais de pas faire la un politique. peu de la démagogie ou du populisme. Non, je peux pas dire la politique ou la démagogie parce que c'est très concret, l'électricité. Et pourquoi 2023? Non, et pourquoi? Oui, mais parce que je voulais des résultats rapides et il faut que les choses soient visibles rapidement. Quand je rencontre les opérateurs, je leur dis, OK, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va voir d'ici? Je leur ai dit, à eux, j'ai dit 2022. Bon, à vous, je dis 2023, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'ici telle année? Ils nous disent, non, voilà telle année, voilà tel projet, papa. Et on leur dit, bon, déposez le dossier et on va l'étudier, on va avancer avec vous. Et donc, tous les dossiers que nous avons traités vont permettre d'injecter plus de 1500 mégawatts. Alors, 1500 mégawatts, ça représente une augmentation de la production actuelle de plus de 55%. C'est-à-dire qu'actuellement, nous produisons 2710 mégawatts, dont 96% à peu près vient de l'hydroélectricité. Et nous allons injecter 1500 mégawatts en plus qui viennent de sources renouvelables. Donc, en majorité, c'est l'hydroélectricité et le solaire. En termes simples, quand vous dites 1500 mégawatts, c'est pour alimenter combien de personnes? Combien de maisons? Pour que les gens sachent et ils puissent évaluer. C'est pour alimenter quelle ville, quelle province, et voilà.
Alors, quand je dis 1500 mégawatts, comme vous aimez beaucoup Kinshasa et que nous sommes à Kinshasa, je vais vous donner un exemple. On aime la RDC, mais bon, c'est quand même la capitale. Oui, oui. Et il faut qu'elle soit mieux desservie quand même. Oui, oui, et elle le sera. Elle le sera. Mais pour vous donner un exemple, hein, comme nous sommes à Kinshasa, vous voyez l'hôtel Pullman. L'hôtel Pullman, c'est à peu près 1 mégawatt. Donc, quand on vous dit 1500 mégawatts, ça, c'est la puissance. C'est comme si vous avez 1500 hôtels Pullman. Maintenant, quand on parle d'énergie, c'est la puissance fois le temps, les heures. Donc, en termes d'énergie, ça sera des millions de mégawatts-heures par an. Et du coup, des milliers de familles connectées à la SNEL. Et j'allais dire pas à la SNEL, à l'énergie. Différents opérateurs. Voilà, on est tellement habitués. Donc, des milliers de familles connectées à l'énergie, soit solaire, soit hydroélectrique. Oui, à l'énergie d'une manière ou d'une autre. À l'énergie d'ici. Oui. On va vous prendre au mot, hein, Madame Sandrine Mubenga. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs qu'on reçoit la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE, Madame Sandrine Mubenga, qui est également experte en énergie électrique, solaire également. On reparlait de ça, on parlait tout à l'heure de Goma. On dit tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir, il se bouscule pas au portillon. Il y en a quand même quelques-uns qui sont là. Oui. À Goma, on a vu, il y a déjà des investisseurs. Que diriez-vous à ceux qui tout le temps brandissent le fait que la RDC soit un pays post-conflit et que les investisseurs ont du mal à venir ici, alors qu'à Goma, qui est plutôt une ville qui est touchée par entre guillemets, par cette insécurité, arrive à s'en sortir? Qu'est-ce que je dirais à ces opérateurs? Comment expliquez-vous ce paradoxe? Non, je pense que c'est l'environnement. L'environnement, et pour ça, encore une fois, c'est l'environnement l'écosystème qui est sur place, qui permet aux investisseurs de se mettre à Goma. Il faut aussi dire qu'à Goma, c'est près d'une région minière, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc, non seulement c'est près d'une région minière, c'est là où la plupart des investisseurs avaient des contacts et ils ont eu des facilités pour les procédures administratives. Et puis, ce sont les provinces frontalières. Vous pensez que l'influence des pays voisins, qu'on présente comme étant assez avancée dans ce domaine-là, a un impact sur ce qui se passe dans cette partie du pays? Encore une fois, je ne sais pas si je peux dire que c'est l'influence des pays voisins qui a un impact, mais ce que je vois des peuples de l'Est, c'est qu'ils ont un degré très élevé pour ce qu'on appelle la résilience, s'adapter aux difficultés et se prendre en charge. Et c'est plutôt cet esprit de prise en charge que je vois à Goma, à Bukavu, qui malgré les guerres, vous pouvez voir le nombre de bâtiments en train d'être construits par des gens originaires de ces endroits. Donc vous avez cet amour de l'endroit d'origine, d'investir chez soi, qui est très présent dans ces endroits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Il y a ce côté, vous avez dit, il y a ce côté miniers, opérateurs miniers qui sont là, qui facilitent les investissements. Il y en a un peu partout dans le Haut-Katanga. Oui, et également, et quand vous arrivez dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, on vous dit oui, l'électricité est là, mais c'est d'abord pour les miniers. Comment vous comptez répartir, par exemple, le 1500 mégawatts à tout ce beau monde qui veulent, et les miniers et la population, tout simplement? Alors, c'est vrai que la majorité de l'électricité au Katanga est pour justement l'extraction minière ou la transformation minière à un certain degré. Ce que nous pouvons faire en tant que régulateurs, c'est lorsque le régulateur vient nous voir, nous demandons toujours l'impact social d'un projet. Et qu'est-ce que ça signifie, l'impact social? C'est comment la population aux alentours de ce projet sera impactée. Et donc, ce que on demande aux opérateurs qui sont là, c'est que leur électricité puisse desservir les populations aux alentours de ces régions. Souvent, c'est pas le cas. Souvent, ils prennent des engagements et après, c'est autre chose qui est fait sur terrain. Vous comptez sur leur bonne foi. Non, c'est parce que vous êtes en train de parler d'un cas avant que l'autorité de régulation existe.
C'est un cas où il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de vérification de ce qui se fait. Avec l'autorité de régulation du secteur de l'électricité que je dirige, c'est différent. Nous avons ce que nous faisons la régulation. Cela sous-entend que nous devons inspecter les opérateurs et les projets un certain nombre de fois dans l'année pour vérifier la véracité du contrat qui leur a été donné. Puisque l'État congolais, en donnant le titre, nous traitons le dossier pour donner le titre à un opérateur, que ce soit la licence, la concession ou l'autorisation. On leur donne ce titre-là. C'est à nous, l'autorité de régulation du secteur d'électricité, d'aller sur terrain vérifier que vraiment, ils ont construit la centrale, vraiment, les gens sont connectés. Donc ça, c'est un changement que vous verrez. Donc nous devons nous déployer et c'est une des raisons pour laquelle une de nos priorités, c'est de nous déployer dans les provinces. Nous avons 5 pôles dans lesquels nous sommes en train de voir comment nous déployer pour avoir cette présence, pour pouvoir justement vérifier ces travaux et que le contrat soit respecté. Puisque ce qui se passe, si le contrat n'est pas respecté, si un opérateur reçoit un titre, mais ne met pas en valeur le site pour lequel il a reçu le titre, nous avons l'autorité d'annuler ce titre en tant que régulateur et de le donner à quelqu'un qui mettra en valeur le site. C'est notre rôle de régulateur. Qui dit électricité en République démocratique du Congo dit forcément barrage, et il y en a pas mal ici. On commence par Inga. Il y a Inga 1, Inga 2, construit en 72 et 82. Après, on attend toujours où est-ce qu'on est avec le fameux projet du barrage Grand Inga. Est-ce que votre structure a un rôle à jouer? Alors, j'ai reçu justement Monsieur Bruno Kapanji, qui est à la tête de l'ADPI. Donc, ça, c'est le projet pour le grand barrage Inga. Et justement, et vous l'avez vu dans les nouvelles, il y a aussi un nouveau groupe australien qui est venu, Monsieur Forrest, qui vient pour investir dans Inga. Il faut savoir que le barrage Inga, le rôle que nous avons en tant que régulateur vis-à-vis du barrage Inga, c'est que quand tout sera mis en place pour le barrage Inga, ils devront demander un titre pour pouvoir opérer. C'est-à-dire, le barrage, ce n'est que la production, n'est-ce pas? Vous avez la production, vous avez la transmission, ça doit être transmis. Après la transmission, vous avez la distribution qui doit être faite au niveau des ménages. Et il y a la commercialisation. Fin des fins, il y aura la commercialisation et on parle d'exportation peut-être de cette énergie. Tous ces segments du secteur de l'électricité vont nécessiter un titre et c'est nous qui donnons ces titres. Donc, ils devront venir chez nous pour avoir les titres requis pour opérer. On a le barrage, on attend toujours Grand Inga, Katende. Vous avez des informations sur ça? Parce que ça, oui. Qu'est-ce qui est fait au niveau... là, nous sommes dans le Kasaï central, oui. Une province qui est noire carrément. Oui. Et on se dit, mais qu'il y avait tous les matériels, tout est là, mais ça fonctionne toujours pas. Les travaux ne finissent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel peut être votre rapport par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, je gardais cette annonce pour les 1 an de l'ARE, mais je vous annonce que nous sommes en train de planifier une visite de terrain pour établir un état des lieux du secteur de l'électricité. Encore une autre visite, on risque de... Encore une autre? Encore une autre? Pas de votre structure, mais bon, il y a quand même eu pas mal de visites. Les constats, est-ce que vous n'avez pas reçu de rapport pour ça? Non, si, on a reçu des rapports, mais vous devez comprendre que dans ce que nous faisons, c'est une chose de recevoir des rapports. On peut écrire beaucoup de choses dans un rapport, de très belles choses dans un rapport. C'est une autre chose de voir sur place ce qui a été fait et de parler aux populations qui sont là concrètement. Qu'est-ce qui se passe? C'est différent des coups de téléphone et d'aller sur place voir ce qui se passe. Et encore, je vous ai dit que nous sommes en train d'instaurer dans 5 pôles des bureaux. Et nous aurons un pôle là-bas. Donc, il faut que ce que j'étais en train de dire, pour revenir à la question, nous sommes en train d'organiser un état des lieux du secteur, un état des lieux national du secteur de l'électricité. Plusieurs barrages, dont celui de Katende,
que nous allons visiter et voir justement quels sont les blocages, quelles sont les choses que nous pouvons faire au niveau de la régulation pour faire avancer les choses. Il y a aussi celui de Kakobola qui est à Kikwit, que nous allons visiter. On sait que là, pour l'instant, il y a les lignes de transmission qui sont en train d'être construites et puis il y aura le poste de transmission qui ira vers Ngungu et Kikwit pour desservir les gens. Il y a aussi le barrage de Moba-Mbongo, oui, tout à fait, qui à un moment desservait la Centrafrique. Donc, ça fait partie des sites que nous allons visiter. Et nous allons aussi visiter, bien sûr, Goma, Bukavu, et puis du côté du Katanga aussi. Donc ça fait partie de notre état des lieux national du secteur d'électricité. Un état de lieu qui ne va pas remettre en cause les ambitions que vous êtes assignées, vous et votre équipe, c'est-à-dire nous donner du courant, plus de 1500 mégawatts d'ici à 2023. Non, pas du tout. Ça ne va pas du tout mettre en cause parce que les 1500 mégawatts dont je vous parle, ce sont des dossiers que nous avons traités. Ce sont des dossiers que nous avons traités. C'est presque acquis. Je dis presque acquis. Donc, ça serait en plus. Une fois qu'on fait cet état de lieu, nous établissons un bon rapport avec les personnes locales, les autorités locales. Nous permettons de voir comment faciliter l'administration. Encore une fois, notre but, c'est de faciliter toute procédure qui permet d'augmenter le taux d'électrification en RDC sous la régulation. Donc, en établissant ce rapport au niveau local, dans ces grands barrages qui ont un grand impact, on espère que ça va faciliter les procédures et permettre justement la réalisation de ces projets. Ce sont des projets stratégiques pour la RDC. Et le président, en nous mettant dans ces positions, veut que nous puissions accompagner l'augmentation du taux d'électrification en RDC. Ça, c'est le but final. C'est un des enjeux majeurs quand même de son premier quinquennat. Sandrine Mubenga, je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs, nous vous recevons ici pour parler courant, parler électricité. Vous êtes directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo, experte en énergie solaire dans un monde où l'environnement devient de plus en plus, où la conservation, la préservation de l'environnement devient un défi majeur, un défi de taille. On se dit, mais pourquoi on reste cantonné dans tout ce qui est barrage? Pourquoi on ne se focalise pas sur l'énergie solaire? C'est pas le soleil qui nous manque? Ce n'est pas le soleil qui nous manque. Et il faut qu'on parle un peu du changement climatique, puisqu'en fait, c'est le combat global que nous sommes en train de mener. Toutes les nations de la Terre maintenant sont en train de s'allier pour lutter contre le réchauffement climatique qui va carrément arriver à décimer la race humaine si on ne fait rien. Donc ça, ce sont les enjeux. C'est une histoire de survie de la race humaine. Donc, l'avantage que nous avons ici en RDC, c'est qu'avec notre fleuve Congo, vous savez, nous avons un potentiel de 100 000 mégawatts. Et c'est de l'hydroélectricité, c'est une source d'énergie renouvelable. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de projets qui sont des barrages. Parce que les barrages, il y a plusieurs sortes de barrages. Il y a ce qu'on appelle des méga barrages, des grands barrages, comme vous avez le projet Grand Inga, qui vous demande plusieurs années à mettre en œuvre. Mais vous avez ce que je préconise toujours, c'est la petite hydroélectricité, des picocentrales, des microcentrales, des mini-centrales, des barrages qui peuvent être construits en 2 ans. Et c'est ce que les opérateurs que nous avons aujourd'hui en RDC font. C'est de la petite hydroélectricité, un barrage qui peut se construire en moins de 2 ans ou en 2-3 ans. Et donc c'est pour ça qu'il y a une préférence à la petite hydroélectricité et surtout du point de vue financier, la petite hydroélectricité dans beaucoup d'endroits, revient moins cher par rapport au solaire. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aller vers le solaire. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus intéressant de faire le solaire. C'est pour ça que vous avez des opérateurs qui sont dans le solaire. Nous avons même certains opérateurs qui commencent à avoir... Donc, dans le solaire, il y a plusieurs sortes de systèmes. Nous avons ce qu'on appelle les stand-alone systems. Et ces stand-alone systems peuvent être connectés au grid, ou bien ne pas être connectés au grid, donc au réseau électrique. Il y a aussi des systèmes hybrides dans le solaire.
Et le système hybride, c'est-à-dire que vous avez le solaire avec une autre source d'énergie qui peuvent être mis ensemble. Donc, tantôt, c'est le solaire avec l'hydro qui, ensemble, vont fournir de l'énergie à un endroit. Tantôt, c'est le solaire avec le thermal. Et nous avons aussi un opérateur jusque-là qui veut faire le recyclage des déchets, donc brûler les déchets pour produire de l'électricité. Donc, vous brûlez les déchets qui se trouvent à Kinshasa et vous faites bouillir de l'eau qui va faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Il y a un opérateur qui fait ça à Kin et nous avons 2 opérateurs qui veulent faire l'extraction du gaz méthane du lac Kivu pour en partie produire de l'électricité et aussi vendre ce gaz. Donc en fait c'est un peu plus, ce n'est plus juste le solaire. C'est plus juste le solaire, mais tout le monde, on a des pays africains qui se tournent de plus en plus vers le solaire, peut-être le Maroc, le Sénégal. Voilà, on se dit pourquoi pas se tourner vers ces énergies renouvelables. Du coup, au lieu d'avoir un système un peu hybride, tantôt solaire, tantôt pas solaire, et nous sommes, comme je vous dis, il y a pas mal de projets solaires qui sont en train de se faire. Alors, je veux encore préciser une chose, et c'est toujours mon chapeau de chercheur et tout ça. Au niveau solaire, vous avez le solaire photovoltaïque, et dans le solaire photovoltaïque, vous avez plusieurs cellules. Les silicone amorphous, et tout ça. Il y a plusieurs technologies dedans. Les technologies que vous voyez au Maroc et au Sénégal, ce sont des pays désertiques. J'ai vécu au Sénégal. Il y a le désert Sahara et au Maroc. Ce sont des pays désertiques qui utilisent ce qu'on appelle les CSP, Concentrated Solar Power. C'est-à-dire que ça utilise l'énergie thermique du soleil. C'est différent du solaire qui se fait au Congo. Nous, c'est la lumière du soleil que nous utilisons. Parce que dans la lumière, il y a la longueur d'onde qui vous donne une certaine énergie. Et c'est cette énergie qui est contenue dans la lumière par les photons qui nous permettent de créer de l'électricité. Et qu'est-ce qui est mieux? Et qu'est-ce qui est facile? Ça dépend du site. Ça, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend de votre site. Ça dépend de votre site. Donc, si vous avez un site, par exemple, si vous dites, moi, j'ai un terrain. Je vous donne un exemple, hein. Voilà, moi, j'ai un terrain. J'ai, par exemple, 200 hectares à tel endroit. Je voudrais produire de l'électricité. Qu'est-ce que je peux faire ici? Vous regardez le site. Est-ce que j'ai un cours d'eau dans le site? Non. Si j'ai pas de cours d'eau, je peux pas faire de l'hydro d'office. Maintenant, vous regardez. Quel est l'ensoleillement? Si vous avez assez de soleil, vous pouvez mettre votre champ solaire. Si vous êtes dans un endroit comme dans une forêt, là, il faudra voir s'il faut déboiser parce que vous savez, les arbres créent de l'ombre, hein, sur les panneaux solaires. Donc là, il faut voir le site, voir si ça nécessite d'être déboisé. Bon, dans certains endroits du Congo, vous pouvez aussi faire l'éolienne, là où il y a du vent, par exemple vers Cabinda, là-bas, au bord de l'océan. Vous pouvez faire l'éolienne. Et vers le Tanganyika, là-bas, vers l'est, ce qu'on appelle le Rift Valley, là-bas, vous pouvez faire le géothermal, justement, là où il y a les éruptions volcaniques, parce qu'il y a une grande différence de température entre le sous-sol et la croûte terrestre. Et donc, cette différence de température vous permet de créer de l'électricité. Mais concrètement parlant, nous n'avons pas encore eu des cas de géothermale, et puis les quelques éoliennes qu'on a sont encore expérimentales. Hein. C'est pas vraiment des champs. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que pour déterminer le genre de système que vous allez mettre pour l'énergie renouvelable, ça dépend du site. Vous devez comparer les différentes technologies et le coût. Et c'est surtout le coût. À combien va vous revenir cette électricité si vous mettez telle technologie? Et à partir de là, vous faites... Donc le coût varie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas dire, certains disent que, écoutez, l'énergie solaire risque peut-être de coûter moins cher que l'hydroélectrique. Dans certains sites, l'énergie solaire... Tout dépend du site. Oui. Dans certains sites, l'énergie solaire coûte moins cher. Si vous avez un site, par exemple, qui est très loin d'une ligne électrique, ça vous coûterait beaucoup d'argent pour qu'une ligne soit construite du point de connexion jusqu'à votre site. Ça vaut la peine de faire le solaire. Ça vous revient beaucoup moins cher. Et quand je dis beaucoup moins cher, c'est même comparé au diesel, au groupe électrogène qui utilise le diesel. Quand vous dites moins cher, là, vous ne prenez pas en compte tout ce qui est matériel. Non, quand je dis moins cher, je le dis par rapport à la durée de vie de projet. La durée de vie de projet dont je parle, c'est 25 ans.
Donc, quand vous regardez sur les 25 ans du projet, combien j'ai investi, combien j'aurai, combien me coûte l'entretien, etc., vous comparez pour le solaire par rapport à l'hydro, par rapport à l'éolien, par rapport au groupe diesel, il y a des sites où c'est le solaire qui coûte moins cher. Donc, vous comprenez pourquoi la SNEL, par exemple, hésite d'aller vers le solaire, vers cette énergie verte renouvelable? Je ne peux pas dire que la SNEL est... Bon, je ne peux pas dire... Je ne sais pas si je peux dire que la SNEL hésite d'aller vers le renouvelable, puisque la SNEL est encore en train d'essayer de réparer le système. Comment penser à l'expansion d'un système si vous avez du mal à réparer ce qui existe? Maintenant que la loi de 2014 a été mise sur pied, moi je vous dis, la loi oblige d'avoir des compteurs pour chaque consommateur. La loi ne veut pas qu'il y ait des factures forfaitaires. Et donc la SNEL là est en train de mettre des compteurs. Ça c'est pour justement suivre la loi. Donc la SNEL a beaucoup de priorités et je ne sais pas si le solaire, je sais que nous poussions beaucoup cela. Il y a eu certaines choses qui ont été réalisées dans le domaine solaire, certaines centrales, mais je ne sais pas si c'était nécessairement une des priorités. Parmi les réformes, vous venez de dire ça, oui. Compteur, il faut le faire. Un oui. système apprécié par certains, décrié par d'autres, parce que le réseau reste le même au fait. À quoi sert d'avoir un compteur quand on sait qu'on n'est pas à l'abri voilà, le transformateur peut péter à tout moment, on peut être privé. C'est ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert le compteur? Le compteur permet de savoir exactement quelle est la consommation électrique. Mais le réseau reste le même. Non, tant que le réseau reste défaillant, ça sert à rien d'avoir un compteur. Tant que le réseau reste défaillant, ça ne sert à rien d'avoir le compteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la mise en place de ces compteurs, il y a un assainissement du réseau qui se fait. Donc, avant d'installer le compteur, en fait, il y a eu plusieurs projets pilotes quand j'étais administrateur où, avant de mettre les compteurs, donc, on assainit la zone. Parce que il faut absolument assainir la zone. On change les transformateurs, on oui, change les câbles. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Des fois, c'est vrai, je suis un peu trop technique, c'est vrai. Oui, donc, on change ce qui ne va pas dans la zone, on répare la zone et le système avant de mettre le compteur. Donc, en général, c'est aussi un assainissement progressif du système de distribution. Yeah. Oui, mais en plus de cet assainissement progressif, il y a aussi ce qu'on appelle la planification qui vient en jeu. Et la planification dit que vous aurez besoin de plus d'électricité si la population augmente dans tel endroit. Donc, en même temps qu'il y a ce réseau qui est assaini, il faut aussi savoir que si la production ne suit pas, si la production n'est pas augmentée, c'est la même énergie, ce que vous disiez, que vous êtes en train de vous partager entre les maisons. Donc, si vous augmentez le nombre de maisons, il risque d'y avoir des lestages pour que chacun soit servi petit à petit. Ou des raccordements frauduleux. Oui, il peut y avoir des raccordements frauduleux, tout à fait. Ça arrive souvent justement pour éviter de payer les factures. On fait des raccordements frauduleux. Et ça, ce sont des réalités qui sont contre la loi. Les raccordements frauduleux sont une infraction. Oui. On parle de la multiplication, on va très bientôt chuter dans cette émission, l'augmentation de la population qui ne cadre plus avec les réseaux existants. Est-ce qu'il y a le travail en commun qui est fait justement avec, je sais pas, le ministère de l'Habitat, des Affaires foncières pour dire, écoutez, ici, par rapport à ce qui est prévu, on ne peut pas lotir ici. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là, ministère, ARE, d'autres ministères, Habitat ou je sais pas, Affaires foncières pour justement essayer de réguler justement? Ça, c'est une très bonne question. Alors, pour vous donner une idée, notre ministère de tutelle, c'est le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Donc, c'est le ministère des Ressources hydrauliques et électricité qui est notre tutelle. Et c'est aussi la tutelle de l'ANSER. Donc, ça, c'est l'agence pour l'électrification rurale et périurbaine, pour les services énergétiques d'électrification rurale et périurbaine. C'est tellement long. Mais bref, l'ANSER va mettre sur pied un plan national d'électrification où nous allons donner notre input qui va être présenté au ministère des Ressources hydrauliques et électricité pour mettre en place. Et c'est là, justement, c'est dans ce plan national d'électrification qu'on tient compte de la démographie.
Donc, la loi prévoit cela, la réforme prévoit cela, et cela est en train de se faire. Sandrine Mubenga, merci d'avoir été de nôtres. Vous restez toujours chercheuse ou chercheur, ou vous êtes maintenant focus sur l'ARE? Alors, j'ai plusieurs chapeaux. Je continue mes recherches. D'ailleurs, je viens d'obtenir un brevet provisoire pour 3 de mes recherches. Encore un de plus? Vous ne vous lassez pas? Non, on ne se fatigue pas. La vie est courte, vous savez, donc on essaye de maximiser le peu de talent que Dieu nous a donné. Oh, vous le dites avec modestie. Très brillante femme, très intelligente. Merci. Un mot, parce que vous êtes également vous êtes engagée, vous poussez les jeunes femmes à embrasser la filière scientifique. Oui, tout à fait. Alors oui, je pousse toutes les jeunes femmes et les jeunes du Congo à embrasser les filières scientifiques, tout ce qui a à voir avec les STEM, donc sciences, technologie, ingénierie, maths. Venez étudier, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve des solutions pour le pays. Vous ne serez pas démodé, on pense que si vous avez fait les scientifiques, vous êtes démodé, vous êtes déconnecté. Non, pas du tout, il n'y a rien de plus à la mode que la science, branché que la science, non, pas du tout. Et vous allez aussi vous marier parce que certains disent que vous êtes trop intelligente, madame est très intelligente. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, s'il vous plaît. Mon fils est né à 15 ans. Donc, on peut être scientifique, femme scientifique, être chercheuse, être DG d'une agence de régulation au secteur et dans le secteur d'électricité et être femme, comme toute autre femme. Tout à fait. Et je vous invite d'ailleurs d'office aux 1 an de l'ARE qui auront lieu le 17 juillet. Et je vous invite aussi à notre bourse. Nous allons donner 100 bourses cette année aux étudiants qui font les STEM et ça sera au mois de juillet aussi. Donc, je vous invite déjà pour ces événements. Et ça, c'est mon ASBL, STEM DRC Initiative, qui donnera 100 bourses cette année. Ah, mais c'est super. Merci. On espère qu'il y aura beaucoup de femmes. En tout cas, on veut pousser les femmes à ne pas faire que le journalisme, même si on veut bien aussi que la relève puisse être assurée. C'est nécessaire. Faites-le antique, scientifique, c'est toujours bien et on en a de plus en plus besoin dans ce pays pour voir que les femmes, elles sont pas là que pour demeurer dans un domaine, mais elles peuvent être dans un domaine que certains présentent comme réservé qu'aux hommes. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été de nôtre. Merci, je vous remercie. Merci aux auditeurs, téléspectateurs de Top Congo, vous qui nous avez suivis. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques, réactions, suggestions. Je remercie toute l'équipe technique qui a supervisé la réalisation de cette émission. On se dit au revoir. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, Le Débat au féminin. Comment rendre accessible l'énergie électrique à tous les Congolais et sur toute l'étendue du territoire national? Qu'est-ce que la libéralisation du secteur de l'électricité peut ou a déjà apporté au pays? Le Débat au féminin reçoit ce samedi, 13h30, après les infos, Sandrine Mubenga, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Le Débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.